Partie 7, chapitre 1. Antoine. Samedi, 21 juillet. Recommence 314. Il reste des traces. Aboie la grosse Bertha avant de cracher sur la baie vitrée que je viens de finir d'astiquer. Je soupire et je m'exécute sans protester. Inutile de discuter les ordres du tyran. L'infirmière se rassoit et pose ses pieds bouffis sur la table de la salle commune. Et dépêche-toi, 314. On n'a pas toute la nuit. Suis-je bête? Mais si, on a toute la nuit, exulte-t-elle en répandant le contenu d'une salière sur le linoléum. Tu me nettoieras le sol quand tu auras fini. Elle remet son casque sur ses oreilles et reprend ses mots croisés. En 6 lettres, vile créature que j'aimerais faire disparaître de la surface de la terre, Bertha, pensais-je en me retenant de la frapper avec le spray du produit à vitre. Tu es tombé bien bas, Antoine, dit une voix derrière moi. Je me retourne et, sans manifester le moindre étonnement, je salue la jeune femme qui porte un maquillage chargé et une robe rouge courte du plus bel effet. « Tiens, quelle bonne surprise, tu viens assister à mon humiliation ?» Elle me jette un regard sévère. « Pourquoi tu la laisses te traiter comme un moins que rien ?» Je hausse les épaules et je reprends ma tâche. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je la tue? Ça ne t'a jamais posé problème. Elle n'est pas un vampire. Tu aimerais que je t'en débarrasse? Si seulement, soupirai-je. Soudain, la grosse Bertha bondit de sa chaise et arrache son casque. Elle laisse tomber son crayon et son livre de mots croisés. « Qu'est-ce que vous faites là ?» s'écrie-t-elle. « Et qui êtes-vous ?»« Qu'est-ce qui lui prend ?» m'étonnai-je. « C'est elle qui devrait être enfermée ici. » « Je suis 314, Antoine Léry pour les intimes. Et je fais le ménage, comme vous me l'avez ordonné, » répliquai-je. « Mais non, pas toi, imbécile. »« Vous » dit-elle en désignant la jeune femme. « Moi » sourit-elle. « Je m'appelle Michaela Lindberg et je rends visite à un vieil ami. »« Vous pouvez la voir » demandai-je à la grosse Bertha, abasourdie. « Elle n'est pas aveugle, Antoine, » fait Michaela que la situation semble amuser. « Mais tu n'es pas réel. »« Désolée de te décevoir, chérie, » répond-elle. Comme Camille, Bertha voit mes hallucinations, pensai-je, mais elle n'a même pas besoin de me toucher. « Les visites sont interdites la nuit, sortez sur le champ, » beugle l'infirmière. « Je ne suis les ordres de personne, » répond Michaela en laissant apparaître 2 canines blanches. « Qu'est-ce que... Au secours !»« Sécurité !» hurle Bertha, le visage déformé par la terreur. La vampire se jette sur elle et plante ses crocs dans son cou, éclaboussant le linoléum. Sidéré, je recule contre la baie vitrée. 2 gardes accourent aussitôt et pointent leurs pistolets tranquillisants sur Michaela. Elle lâche le corps sans vie de l'infirmière. « Arrêtez! Les mains en l'air !» crie l'un d'eux. Elle lui fait un doigt d'honneur. Il tire, mais elle esquive, et en un instant, elle est derrière lui. Elle le projette contre la vitre qu'il percute à quelques pas de moi. Impuissant, je la regarde faire subir le même traitement au second garde. Il ne se relève pas. Les coups ont dû être rudes. Le verre s'est étoilé à l'endroit des 2 impacts alors que, selon le personnel, il n'en existe pas de plus sécurisé. « Mika, qu'est-ce que tu as fait ?» bredouillai-je. « Ne me remercie surtout pas, » réplique-t-elle en haussant les épaules. « Ils sont... morts ?» Non, juste assommés. Quant à elle, commence Michaela en poussant du pied le cadavre de la grosse Bertha, je n'ai fait que ce que tu m'as demandé. Je me frotte les yeux. Tu es réel. Chérie, tu es long à la détente, répond-elle ennuyée. Non, je ne suis pas une de tes hallucinations. Mais tu es une vampire. Tu as aussi des problèmes de mémoire. Je t'ai mordu la dernière fois. Voilà pourquoi j'étais si fatigué le lendemain, réalisai-je. Soudain, une pensée me glace le sang. Pitié, tout, mais pas ça. Quand tu disais que tu connaissais mon fils, commençai-je. C'est exact. Je connais bien Daniel. J'étais même avec lui il y a 1 heure. Il est aussi doué que toi, si tu vois ce que je veux dire.
Je saisis une chaise et je la lance sur Michaela de toutes mes forces. L'objet se disloque au sol. La jeune femme a déjà disparu. Il me semble entendre son rire cruel dans le couloir. Chapitre 2. Camille. Dimanche 22 juillet. Cette fois, je dois vraiment partir, insiste Étienne avant de m'embrasser. Il tente de s'échapper, mais je l'enlace. Reste encore un peu, implorai-je. 5 minutes, alors, dit-il en reposant la tête sur l'oreiller. Le jour va bientôt se lever. J'ai laissé les volets de ma chambre ouverts et nous pouvons voir le ciel qui rosit à l'est. S'il s'attarde, il sera coincé jusqu'à la tombée de la nuit. Ce qui ne serait pas pour me déplaire, pensai-je en formulant aussitôt mon idée. Et si on passait la journée au lit ? On doit aller travailler, ce soir, murmure-t-il avec tendresse en caressant mon visage. Moi, je suis en repos. En plus, si tu dis ce soir, ça nous laisse plusieurs heures. Dan ne travaille pas, lui, dit Étienne. Aucun risque qu'il vienne nous déranger. De toute façon, j'ai fermé la porte à clé. Il a l'ouïe fine. Tu es sûr qu'il est chasseur ? Demandai-je, perplexe. Catégorique. Tu n'as pas pu te tromper ? Il secoue la tête. Son job d'informaticien ne serait qu'une couverture, pensai-je. Comme Antoine avant lui, il passerait quelques heures à son bureau, et il descendrait traquer les vampires dès qu'il en aurait l'occasion. J'ai du mal à le croire. Et surtout, je ne l'ai pas encore dit à son père. Il va avoir un choc. Rien ne t'y oblige, dit Étienne. Comment se passent tes entraînements avec lui ? Je progresse. Antoine prétend que j'ai du potentiel. Mais ? Comment sais-tu qu'il y a un mais ? Tu lis dans mes pensées ? Les vampires ne le peuvent pas, Camille. Par contre, ils ressentent les émotions. En 3 jours, je n'ai pas réussi à toucher Antoine une seule fois. Et encore, il affirme qu'il est rouillé. Pourtant, je pratique les arts martiaux depuis plus de 10 ans. Tu es humaine et c'est un sorcier. Il a des pouvoirs, Camille. Et ce, depuis sa naissance. Comment pourrais-tu rivaliser avec lui ? Et si tu m'entraînais aussi ? Si tu veux, mais entre nous, je préférerais qu'on s'adonne à d'autres activités. Il se penche vers moi et m'embrasse. Tes dents, dis-je en me dégageant. Je passe le doigt sur ses canines qui disparaissent aussitôt. Désolé. Ne t'excuse pas toutes les fois. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, tu t'améliores. Il sourit d'un air gêné et repousse le drap. Cette fois, j'y vais. On se voit cette nuit ? J'acquiesce à contre-cœur. Il se lève, ramasse son t-shirt et son jean sur le sol et s'habille. Puis, il pose sur le bureau un objet emballé dans une feuille de papier. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, intriguée. « Tu regarderas quand je serai partie. » Il ouvre la fenêtre. « Qu'est-ce que tu fais cet après-midi » lançai-je au moment où il met un pied sur le rebord. « Je dors. » Pourquoi il ne me propose pas de rester avec lui ? Il sourit, comme s'il avait senti ma frustration. Je vis dans un hôtel de passe, Camille. Ce n'est pas un endroit pour toi. En plus, les murs sont épais comme du papier à cigarette. À propos, je me demandais, commençai-je en rougissant. Tu sais, si on... Est-ce que tu risques de perdre ton âme et de tuer tout le monde ? Il éclate de rire. Mon âme, tu as trop regardé Buffy contre les vampires. Je ne vais rien perdre du tout. Il redevient sérieux. Par contre, je ne l'ai jamais fait depuis que je suis un vampire. Si je n'arrivais pas à contrôler mes émotions, tu serais en danger. Quand est-ce que tu sauras si tu es capable de les contrôler ? Sans doute jamais, répond-il en sautant par la fenêtre. Chapitre 3. Antoine. Calmez-vous, Antoine. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Johanna pose une main rassurante sur mon épaule et m'oblige à la regarder. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bredouillai-je. Je tremble de tous mes membres, sans parvenir à m'arrêter.
Ce serait plutôt à moi de vous le demander, fait Johanna, perplexe. C'est vous qui étiez là, pas moi. Si je suis dans cet asile, c'est parce que j'ai des problèmes avec la réalité, figurez-vous. Elle tire une chaise et m'oblige à m'asseoir devant la longue table de la salle commune, dos à la baie vitrée, où 3 policiers prennent des photos de la scène du crime. Le corps de la grosse Bertha a déjà été emmené. Seule preuve du drame qui vient de se produire. Une vitre étoilée, une chaise disloquée et surtout une mare de sang sur le sol. Johanna prend place à côté de moi. L'infirmière de nuit a été assassinée et 2 gardiens blessés, rappelle-t-elle. Par qui ? Demandai-je en retenant mon souffle. On ne sait pas. Par quelqu'un qui s'est introduit dans le service. Je baisse la tête. Est-ce que, par hasard, ce pourrait être moi ? Articulai-je. Johanna hausse un sourcil. Vous ? Mais non, voyons. Quelle idée. Comment pouvez-vous en être sûr ? Parce que l'un des gardiens a décrit son agresseur. À moins que vous ne vous soyez travesti, coupé les cheveux et teint en blond, ce n'était pas vous. Michaela, alors je n'ai pas rêvé. Elle est de retour, pensai-je. Si vous le dites, soufflai-je, soulagé. Vous êtes innocent. Respirez, Antoine. Dans quelques minutes, un policier va vous interroger et... Ne me laissez pas, Johanna, implorai-je en cherchant son regard. S'il vous plaît. C'est mon dernier jour ici, vous le savez. Félicitations, répliquai-je, amer. En fin de compte, j'apprécie que la gamine vienne me tenir compagnie. Votre fille ne pourra pas entrer aujourd'hui. Les visites sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Quoi ? M'écriai-je, atterré. Mais je dois lui parler. Mon fils est en danger. Qu'est-ce que vous voulez dire ? S'étonne Johanna. Je ne peux pas vous expliquer. Vous ne me croiriez pas. Essayez toujours. J'hésite. Elle va me prendre pour un fou. Mais après tout, c'est ce que je suis. C'est une vampire qui a tué Bertha. Et elle sort avec mon fils. Johanna hoche la tête. En effet, c'est plutôt dur à avaler. Je vous en supplie, insistai-je en saisissant ses mains. Je dois parler à Camille. Elle rougit et se dégage. Il y a 2 minutes, vous prétendiez que vous étiez l'assassin. Maintenant, ce serait la petite amie de votre fils ? Jo, j'ai besoin de votre aide. Je n'ai pas le droit d'utiliser un portable. Elle réfléchit un instant, puis soupire. Voulez-vous que j'appelle votre fille ? Pas tout de suite, bien sûr. Mais quand j'aurai fini mon service, vous connaissez son numéro de téléphone ? Non. Un numéro de fixe, peut-être ? S'il n'a pas changé depuis 13 ans, oui, mais supposez que vous tombiez sur mon fils. Eh bien, il ne sait pas que je suis en vie et il ne doit en aucun cas le découvrir. Camille travaille ? Oui, mais où ? J'ai déjà oublié. Je crois qu'elle est serveuse. Ou bien elle a un job dans un magasin de musique. J'aurais dû prêter un peu plus attention à ce qu'elle me disait. Johanna semble de plus en plus perplexe. « Donnez-moi le numéro de fixe dont vous vous souvenez, » dit-elle. « Je vais voir ce que je peux faire. » « Merci. »« Attention, je ne vous promets rien, » prévient-elle en prenant un stylo dans sa blouse alors qu'un des policiers s'approche de nous, un calepin à la main. Chapitre 4. Camille. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent au dernier étage de l'hôpital, je tombe nez à nez avec 2 policiers qui gardent l'entrée du service de psychiatrie, barré d'un ruban jaune et noir. Pourquoi y a-t-il un cordon de sécurité ? Qu'est-ce qui se passe ? Demandai-je, inquiète. Un homicide. Ne restez pas là, me répond l'un des agents. Je pâlis. Moïse se serait-il vengé d'Antoine ? Qui est mort ? Un patient ? Non, une infirmière, pendant la nuit. Je soupire de soulagement. Avec un peu de chance, c'est la peau de vache qui a maltraité Antoine. Elle n'aurait eu que ce qu'elle mérite. Mais qui l'a tuée ? Je chasse la petite voix dans ma tête qui me suggère que le coupable pourrait être Antoine. Le policier m'indique l'ascenseur. Les visites sont interdites aujourd'hui. Essayez de revenir demain. Chapitre 5.
Dan. Je sors de la salle de bain après une douche brûlante qui m'a débarrassé de la boue des souterrains dont j'étais couvert. Je n'ai pas pu m'empêcher de descendre quelques heures, même si c'est mon jour de repos. Et je m'en félicite. À la fontaine des Chartreux, j'ai surpris un vampire qui venait d'entamer son repas. Je l'ai bien sûr éliminé, et j'ai appelé une ambulance qui a conduit sa victime à l'hôpital, dans le service adapté. Elle ne gardera aucun mauvais souvenir de cet incident dans la ville souterraine. Le téléphone sonne dans le salon à l'étage inférieur. Je regarde ma montre. 20 heures. Qui cela peut-il bien être à une heure pareille? Peu importe, il rappellera. Je ne suis pas le secrétaire de Pierre. Mais la sonnerie retentit toujours. Irrité, je descends l'escalier à contre-cœur et je décroche. Résidence de Pierre-Henri Chevalier. J'écoute, dis-je d'une voix traînante. Bonsoir, fait une femme à l'autre bout du fil. Il est en déplacement à l'étranger et je ne prends pas de message. Veuillez l'appeler sur son portable. Daniel, demande-t-elle alors que je m'apprête à raccrocher. Lui-même, qui êtes-vous? Joséphine. Je suis une amie de Camille. Est-ce qu'elle est là? Je ne crois pas. Je vais aller voir, dis-je en remontant, le combiné à l'oreille. Je frappe à la porte et n'obtenant pas de réponse, j'entre. Une rose rouge est posée sur le bureau accompagnée d'un petit mot. Désolée, elle est sortie. Elle doit être au pub. Vous avez essayé sur son portable. J'avance et je lis le morceau de papier. À ce soir. Tu me manques déjà. Je grimace et je froisse la feuille que je lance dans la corbeille. J'ai perdu le numéro de Camille, répond son interlocutrice. Vous pouvez me le redonner? Elle ment. Elle a des problèmes? Demandai-je inquiet. Non. En fait, j'ai un message pour vous. Dans ce cas, pourquoi ne pas m'en faire part? Rétorquai-je agacé. Je commence à perdre patience. Styx, qui dormait sur le lit, s'étire et vient se frotter contre ma jambe. Je coince le combiné contre mon épaule, soulève le chat et le gratte derrière l'oreille. L'animal ferme les yeux et se met à ronronner. Ça va sans doute vous sembler stupide, mais, murmure la femme à l'autre bout du fil. Je vous écoute. J'entends une respiration saccadée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Michaela est un vampire. Pardon. Je n'aurais pas dû vous appeler. C'était une erreur. Désolé de vous avoir dérangé. Attendez. Mais elle a déjà raccroché. Chapitre 6. Camille. Joue un morceau, insistai-je en poussant Étienne vers le micro. Tu en connais des dizaines, tu étais dans un groupe. J'étais bassiste, bougonne-t-il. Pas chanteur ni guitariste. C'est à Dan qu'il faut demander. Je secoue la tête et je le dépossède du plateau qu'il tenait à la main. Dan n'est pas là. De toute façon, il pense qu'il est trop bien pour ce pub. Quant à toi, tu sais chanter et jouer de la guitare aussi. Oui, mais mal. Pas la peine de mentir. J'ai assisté à toutes vos répétitions. Allez, Agathe et ses groupies ont plombé l'ambiance. Elles viennent d'interpréter a cappella le dernier tube de Lady Gaga et le résultat n'a pas été à la hauteur de leurs espérances. Depuis, personne n'a osé monter sur scène, de peur de se faire huer. Le week-end, après ma prestation, le patron a instauré une scène ouverte. Chacun dispose du micro pour chanter ce que bon lui semble, pour le meilleur et pour le pire. Souvent pour le pire. Je ne sais pas quoi jouer, soupire Étienne qui comprend que je ne le lâcherai pas. The Clash? C'est une valeur sûre, conseille une des serveuses qui écoutait notre conversation. Nul doute qu'Étienne lui plaît beaucoup. Il est très apprécié de ses collègues femmes et des clientes. Est-ce son aura de vampire qui les attire? Il cède et se dirige vers l'estrade pendant que je rejoins Natsumi et Abby à leur table. Étienne commence à jouer Should I Stay or Should I Go avec l'approbation de la salle qui se met à chanter avec lui. Soudain, Dan s'assoit en face de moi et me jette un regard noir. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne réponds pas quand ton portable sonne? Demande-t-il, irrité. Si, pourquoi? M'étonnai-je en le sortant de mon sac. L'écran indique 4 appels en absence. Pour une fois qu'il me téléphone... Désolé, il était en silencieux.
Tu connais une certaine Joséphine? Une amie à toi, je crois. Peut-être. J'essaie de me remémorer les prénoms de mes anciennes camarades de lycée. Oui ou non? Il y avait une Joséphine dans notre classe, en 3e, dit Natsumi. Elle a appelé à la maison pour te parler de ma copine, continue Dan. Qu'est-ce qu'il raconte? Pensai-je. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit sur Michaela? On peut en discuter ailleurs? Demande Dan en désignant Natsumi et Abigail. On va plutôt vous laisser, dit Abby en se levant. Tu viens, Natsu? Ouais, bonne idée, réplique Dan. Tu ne manques pas d'air de chasser mes amis. Alors, dis-je, impatiente. Étienne a commencé à chanter Amazing de Foxes et je suis plus intéressée par sa prestation que par les propos incohérents de Dan. Tu veux quelque chose? Demande-t-il. Je vais me chercher une bière. Je secoue la tête et je me tourne vers Étienne qui ne me quitte pas du regard. Les paroles me sont-elles destinées? Il chante qu'il n'est pas sûr d'être capable de contrôler son cœur sauvage, qui ne cesse de lui faire faux bond. Je lui souris. Tu arriveras à te contrôler. J'ai confiance en toi. Mon cœur répète que tu es tout ce dont j'ai besoin, chante-t-il. Dan se rassoit et pose son verre devant lui. Il décoche à Étienne un regard meurtrier. Ce dernier me rend mon sourire. Tu me ramènes à la vie, disent les paroles. Soudain, le visage de Dan se crispe. Il se tourne vers l'ardoise, où Étienne a inscrit le menu et les cocktails du jour. Je rêve. C'est la même écriture que sur le petit mot, murmure Dan pour lui-même. J'espère qu'il ne parle pas de celui qu'Étienne m'a écrit et que j'ai laissé en évidence dans ma chambre. Soudain, Dan se lève et fait tomber son verre qui se brise sur le sol. « Il a signé son arrêt de mort !» s'écrie-t-il. Interloqué, je le dévisage. Quelle mouche l'a piqué! Est-ce que tu sors avec Étienne? Demande-t-il, tremblant de colère. Ce n'est pas bon, pensai-je. Ma vie amoureuse ne te concerne pas. Sauf si ton copain est un... Un quoi? Un abruti? On va avoir une petite conversation tous les deux, explose Dan. Il me prend par le bras malgré mes protestations. Étienne, qui nous suit des yeux, cesse de chanter et repose la guitare sur son support. « Lâche-moi !» m'indignai-je alors que Dan me traîne vers la sortie. Il me fait peur. Je ne l'ai jamais vu aussi furieux. « Tu l'as entendu? Laisse-la tranquille !» fait Étienne qui s'est précipité vers nous. Dan me libère et frappe Étienne à la mâchoire. Ce dernier pousse un cri de surprise. « Je t'avais dit de ne plus t'approcher de ma sœur et toi, tu sors avec elle !» réplique Dan en serrant les poings, prêt à l'attaquer à nouveau. « Danny, arrête !» Je m'interpose entre les deux garçons. « Reste en dehors de ça !» répond mon frère en m'écartant. « C'est entre lui et moi. »« Vas-y, tue-moi !» fait Étienne en essuyant le sang qui coule de sa lèvre fendue. « Ça te démange depuis 1 an. »« Si tu savais à quel point j'en ai envie !» s'écrie Dan en faisant un pas vers Étienne. « Ça va mal finir !» Je saisis un verre sur une table et je jette le liquide au visage de Dan. Blessé dans son amour-propre, il s'arrête net. « Tu n'as pas honte de faire une scène devant tout le monde ?» m'indignai-je. Agathe ricane, Quentin, Natsu et Abby ont l'air consternés. D'autres clients se sont mis en cercle autour de nous, dans l'espoir d'assister à une bagarre. Le videur de l'entrée accourt, une matraque à la main. Dan s'essuie le visage du revers de la main. « On continuera cette discussion tout à l'heure à la maison, » dit-il d'une voix blanche. « Je ne crois pas, non, » répliquai-je en prenant le bras d'Étienne. « Toi, tu es mort, » dit Dan à Étienne en faisant glisser son index sur son cou, mimant un égorgement. Puis, il fend l'attroupement qui s'est constitué et il disparaît dans la réserve, faisant fi du panneau qui en interdit l'accès. 1 heure plus tard. « Ne t'en fais pas. Dan va finir par se calmer, assurai-je en enlaçant Étienne. « Oui, dès que je serai mort, » grogne ce dernier, préoccupé. « Demain matin, j'irai lui parler. » J'avise un énorme cafard qui court le long de la plainte, et je me précipite vers l'insecte.
Étienne tente de me retenir. Non! J'écrase la bête d'un coup de talon. Un liquide vert s'en échappe et une odeur nauséabonde se répand dans la pièce. Désolée, cet hôtel est infect. La chambre d'Étienne, d'une propreté discutable, est petite et vétuste, tout comme la salle de bain qui la jouxte. Le papier peint, d'une couleur douteuse et taché d'humidité, se décolle aux angles des murs. Le ventilateur fait un bruit insupportable. « Je t'avais prévenu, tu n'aurais pas dû venir », soupire Étienne. « La literie m'a l'air correcte », dis-je sur un ton enjoué. Je m'y assois. Les ressorts émettent un grincement sinistre et le lit s'affaisse de 10 bons centimètres quand Étienne s'installe à côté de moi. « Pour le prix, tu pourrais trouver mieux », remarquai-je. Peut-être, mais rien dont le sous-sol communique avec la ville souterraine. Ça me permet de sortir pendant la journée et surtout de m'enfuir au besoin. Il quitte ses chaussures. Je pose mon sac, enlève mes bottines et prends la télécommande sur la table de chevet. La télé n'a jamais marché. Qu'est-ce que tu veux faire ? S'enquiert Étienne. De la chambre voisine proviennent des bruits sans équivoque. Gêné, je pianote sur mon portable, répondant à un SMS de Natsumi qui s'inquiète. « Tu devrais rentrer chez toi », dit Étienne qui tourne la tête pour que je ne voie pas ces canines qui viennent de faire leur apparition. « Non, je n'ai aucune envie de croiser Dan pour l'instant. Je peux dormir ici ? » Je ne demande pas mieux, mais... Dans la chambre d'à côté, les bruits s'intensifient. « Joue un morceau pour couvrir ce vacarme », proposai-je en désignant un étui à guitare à l'angle de la pièce. « C'est une basse. Tu te souviens ? En plus, j'ai laissé l'ampli chez ma mère. Un vampire ne peut entrer sans l'invitation du propriétaire des lieux. On n'a qu'à mettre de la musique, éteindre la lumière et imaginer qu'on est dans une suite 5 étoiles. Je me lève et j'actionne l'interrupteur près de la porte. L'ampoule nue au centre du plafond grésille et l'obscurité se fait. Je lance une playlist sur mon téléphone, puis j'enlève mon jean et mon t-shirt que je jette par terre et je me glisse dans les draps. Étienne fait de même et m'enlace. « C'est mieux, non ?» dis-je en me blottissant dans ses bras. « C'est sûr. Tu sais que je vois dans le noir. » Je me fige. Étienne éclate de rire et me serre plus fort. « Tu as déjà blessé quelqu'un ?» demandai-je soudain. Il hésite avant de répondre. « Oui, quelques jours après ma transformation. Dan aurait dû me tuer, mais il n'a pas pu. Depuis, il cherche le moindre prétexte pour me pousser à la faute. C'est moi, le prétexte ? Il a peur pour toi, Camille. Et il a raison. Je te répète que moi, je n'ai pas peur de toi. Tu devrais, dit Étienne en me prenant la main. Il me fait toucher ses canines qui, cette fois, refusent de disparaître. Je frissonne. Tu vas me mordre ? Mais non. Non, mais je dois résister à chaque instant. Ça deviendra plus facile. Au contraire, c'est de pire en pire. Pourquoi ? Parce que je t'aime de plus en plus, avoue-t-il en enfouissant son visage dans mon cou. Je souris. Si on a des sentiments l'un pour l'autre, on va trouver une solution, dis-je, résolu. Mais c'est parce que je t'aime que je te mets en danger. Et Dan l'a compris. Chapitre 7. Camille. Lundi 23 juillet. Je suis soudain réveillée par un téléphone qui vibre. Personne ne m'appelle jamais, grogne Étienne en tendant la main vers la poche arrière de son jean qu'il a jeté par terre près du lit. C'est Ernest. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? À cette heure-ci, ça ne peut être qu'une mauvaise nouvelle, pensai-je, inquiète. Décroche, le pressai-je. Il acquiesce. Allô ? Parle moins vite, s'il te... Oh, désolé de l'entendre. Quoi ? Ici ? Non, ce n'est pas de ta faute. Merci de m'avoir prévenu, conclut Étienne d'une voix blanche avant de raccrocher. Alors ? demandai-je en me redressant sur un coude. Ton cher frère vient d'avoir une petite discussion amicale avec Ernest. Il voulait mon adresse. Étienne se lève et commence à s'habiller.
J'espère qu'Ernest ne la lui a pas donnée, m'écriai-je. Il n'a pas eu le choix. Dan n'est pas tendre avec nous. Je dois partir, Camille, tout de suite. Mais s'il nous trouve ici, il va me tuer. C'est ridicule. On n'a rien fait de mal. Les vampires n'ont pas le droit d'avoir des relations avec des humains. Qui a inventé cette loi stupide? Étienne hausse les épaules et fourre en hâte quelques affaires dans un sac de sport. Puis, il m'embrasse avec tendresse. Je t'appelle dès que je peux. Soucieux, il ouvre la porte, inspecte le couloir et disparaît sans un bruit. Je reste seule dans la chambre sordide. Chapitre 8. Dan. C'est là, pensais-je en serrant les poings. Je m'arrête devant la chambre qui jouxte l'issue de secours. Derrière moi, l'ampoule de l'applique, qui ne cesse de s'éteindre par intermittence, éclaire le couloir d'une lueur blafarde. L'hôtel Four Elements ne mérite pas son unique étoile. J'envoie un grand coup de pied dans la porte qui vole en éclats. « Tu vas me le payer, Étienne !» Je m'élance dans la pièce. Celle-ci est vide. J'ouvre les placards et je jette les affaires d'Étienne au bas des étagères. Je ne sais même pas ce que je cherche. Ivre de fureur, je renverse la table et la chaise et je brise la lampe de chevet contre le mur. Enfin, ne trouvant plus rien à casser, je m'assois sur le lit et je me prends la tête dans les mains. Je ne me suis jamais senti aussi seul. Qu'est-ce que tu ferais, papa, à ma place? Nul doute qu'il aurait su comment réagir. Et puis, jamais il n'aurait eu la faiblesse d'épargner Étienne quand celui-ci a attaqué une humaine. Devant mon pied, un petit objet brille. Je me baisse et je le ramasse. C'est une boucle d'oreille dorée, la même que celle que portait Camille hier soir. Elle était là, dans cette chambre, avec lui. Pitié, faites qu'il ne lui soit rien arrivé. Je serre le bijou dans ma main. Aucune trace de sang, c'est déjà bon signe. Je prends mon portable et je compose le numéro de Camille. Elle décroche après 2 sonneries. « Qu'est-ce que tu veux ?» fait-elle, excédée. « Elle est en vie. »« Où es-tu » lançai-je, soulagé. « Avec Étienne, dans ton lit. On a décidé d'essayer toutes les positions du Kama Sutra. » Je m'étrangle de fureur. « Tu... » »« Je suis à la maison, coupe-t-elle. Je m'apprête à finir ma nuit, et ne t'avise pas de me déranger, rétorque-t-elle avant de raccrocher. 1 heure plus tard. Michaela est un vampire. Je plaque la jeune femme contre la vitre du bassin des requins, dans l'angle mort de la caméra de surveillance, et je l'embrasse d'un air absent. Michaela est un vampire. Les mots de l'inconnu résonnent dans ma tête. Impossible, Mika a pu entrer chez nous sans invitation. Tu es ailleurs, lance-t-elle quelques minutes plus tard en reboutonnant son jean. Désolé, je viens de me disputer avec ma sœur, dis-je en faisant de même. Je ne parlais pas de ce soir en particulier, dit-elle d'un ton sec. Un requin-tigre frôle la paroi de verre, la gueule grande ouverte. Je distingue ses dents à bord dentelées, tranchantes comme des lames de rasoir. Je recule par réflexe. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je. « J'aime être avec toi. » Michaela lisse son débardeur froissé, puis prend un petit miroir rond, une trousse à maquillage, et commence à appliquer du rouge à lèvres carmin sur sa bouche délicate. Je sais, mais c'est juste parce que tu ne peux pas être avec elle. Perplexe, je la dévisage. Elle? La fille que tu aimes. Tu racontes n'importe quoi. Je lui ressemble. Un peu, c'est vrai, pensai-je. J'ignore de qui tu parles, répliquai-je d'un air obstiné. Elle s'appelait Claire. Je pâlis. Je dois avoir mal entendu. Qu'est-ce que tu... bredouillai-je. J'ai dit qu'elle s'appelait Claire. Tu crois avoir des sentiments pour moi, mais c'est elle que tu vois quand tu me regardes. Sourit-elle. Tu te trompes. Je ne connais pas de Claire. C'est impossible. Elle ne peut pas être au courant, pensai-je. Michaela referme le miroir de poche avec un claquement et plonge ses yeux bleus dans les miens. Je sais ce que tu as fait, Daniel. Non, c'est impossible. J'ai soudain l'impression que le sol s'effondre sous mes pieds. Chancelant, je dois m'appuyer contre la vitre de l'aquarium. Qui es-tu? Articulai-je. Si tu voyais ta tête, se moque-t-elle. Ne t'inquiète pas, je ne dévoilerai pas ton petit secret, pour l'instant. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien pour le moment. Occupe-toi plutôt de tes problèmes actuels.
Quel problème? Je suis tétanisé. De l'index, Michaela me relève le menton. Étienne, débarrasse-toi de ce gêneur. Chapitre 9. Camille. Je regrette. Les visites ne seront de nouveau permises qu'à partir de demain, dit l'infirmière à l'accueil du service de psychiatrie. Pourquoi? M'étonnai-je. Une enquête de police est en cours, répond-elle, agacée, avant de recommencer à taper sur le clavier de son ordinateur. Je dois parler à Antoine, pensai-je en tournant les talons. Lui seul saura comment calmer la colère de Dan. Ce matin, je suis montée dans sa chambre pour clarifier la situation, mais Dan n'y était pas. Est-il même rentré? En tout cas, le lit était fait. Contrariée, je sors de l'hôpital. Je m'apprête à enfourcher ma moto quand mon portable sonne. C'est Étienne. Je décroche en hâte. « Tout va bien ?» demandai-je aussitôt. « Oui, pour le moment. Je me cache dans la ville souterraine. » Sa voix est empreinte de lassitude et de détresse. « Je croyais qu'en bas, il n'y avait pas de réseau. » C'est exact. Je suis montée sur une échelle pour te téléphoner, juste sous une plaque d'égout. Cette nuit, je n'aurais jamais dû te laisser partir. Tout s'est passé si vite. Dan allait arriver d'une minute à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Étienne ne répond pas. Tu ne m'as pas tout dit. Je vais disparaître quelque temps, Camille. C'est la seule solution. Je crispe la main sur le téléphone. Il n'est pas question qu'il m'abandonne. Non, je vais parler à mon frère et... Ma tête est mise à prix, coupe-t-il. Quoi? C'est Dan qui l'a demandé? Rien de ce que tu pourras dire ne le fera changer d'avis. C'est n'importe quoi. Où tu comptes aller? À Londres. Je pars ce soir, par l'Eurostar de 20h13. Je viens avec toi, m'écriai-je en montant sur ma moto. C'est hors de question. Pourquoi? Arrivé là-bas, je devrais trouver de quoi me nourrir, me loger. Je vais devoir fréquenter la communauté des vampires. Sauf si je te donne mon sang et que je nous déniche un endroit où dormir. Ne dis pas de bêtises, Camille. Ne m'éloigne pas une nouvelle fois. Je ne le fais pas par plaisir. Alors ne le fais pas. Laisse-moi venir avec toi. Il y a un long silence à l'autre bout du fil. A-t-il raccroché? Dans ce cas, dit-il enfin, rejoins-moi ce soir sur le quai. Mais ce n'est pas une bonne idée. Réfléchis bien, Camille. C'est tout réfléchi, dis-je en coupant la communication avant qu'il ne change d'avis. Chapitre 10. Dan. Aucun résultat? Mais comment? Aucun résultat. Je frappe du poing sur mon bureau faisant valser le pot à crayon. Le moteur de recherche de l'intranet s'obstine à renvoyer le même message. Votre requête n'a pas abouti. Veuillez réessayer avec d'autres mots-clés. C'est parce que tu ne sais pas lui parler, fait Emmanuel en entrant dans la pièce. Mais tu sais parler aux filles, on ne peut pas tout avoir, ajoute-t-il avec un sourire malicieux. Je n'ai pas envie de rire, répliquai-je. Oh, ça va, c'est moi qui devrais faire la tête. Ce week-end, j'étais encore d'astreinte. Je te plains, c'est dramatique. Emmanuel hausse les épaules et tire une chaise devant le bureau, puis il regarde l'écran de l'ordinateur. Alors, qui est-ce que tu cherches aujourd'hui? Michaela Lindbergh. Ce n'est pas ta copine? C'était, rectifiai-je. Vous avez rompu jusqu'à la prochaine fois, se moque Emmanuel. Il chantonne le refrain de post-breakup sexe des vaccines. Tais-toi et aide-moi, Emmanuel, bougonnai-je en poussant le clavier vers mon ami qui s'en empare sans discuter. Tu penses qu'elle est... Quoi? Demande-t-il en tapant à toute vitesse. Une chasseuse de primes? Un vampire, murmurai-je. Il ne m'entend pas. J'ai trouvé des informations, mais c'est crypté. On ne peut rien faire, alors, rageai-je. Si, attendre 3 minutes que je casse le code. La patience n'est pas ta qualité première, Dan. Je me lève et je commence à faire les 100 pas. Je m'arrête devant la fenêtre et je cherche des yeux la tombe de papa dans le cimetière en contrebas. J'aurais tant besoin de tes conseils, pensai-je, les dents serrées. Emmanuel claque des doigts. Perdu, ta Michaela n'est pas chasseuse de primes. Mais c'est l'une d'entre nous,
Je me précipite vers le bureau. Elle est membre de là-haut? C'est exact, mais... Oh! Emmanuel désigne au bas de l'écran le statut de Michaela, disparu. Qu'est-ce que ça signifie? M'écriai-je. Tu penses qu'elle a déserté? Je pense surtout que c'est une cougar. Regarde sa date de naissance. Elle aurait 34 ans. Non, impossible. Elle m'a dit qu'elle en avait 21. Soit elle a un bon chirurgien esthétique, soit elle est... morte, dis-je. Alors Michaela est un vampire. La femme qui m'a appelé hier n'a pas menti. Mais pourquoi n'a-t-elle pas voulu me révéler son identité? Sous le choc de la nouvelle, je dois m'asseoir. Attends, j'ai peut-être trouvé d'autres infos, dit Emmanuel aux prises avec un nouveau code à craquer. C'est sur un site ultra confidentiel, donc pas un mot à beau-papa. Ce n'est pas encore mon beau-père. Elle a disparu au pub. Au Four Elements? Regarde, c'est écrit juste là. Incrédule, je lis la ligne qu'il désigne. Le 4 juillet. Independence Day, dit Emmanuel. C'est surtout le jour où Étienne est mort, l'an dernier. Je n'avais pas fait le rapprochement. Étienne, ton meilleur pote. Étienne, le type à abattre, lâchai-je en serrant les dents. J'ouvre le tiroir du haut de mon bureau fermé à clé. Il contient un pistolet étincelant et une boîte de cartouches en argent. Emmanuel me dévisage. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ce putain de vampire se tape ma petite sœur. Aïe, tu veux un coup de main pour la battre? Chapitre 11. Camille. Inquiète, je regarde à nouveau derrière moi. J'ai l'impression d'être suivie depuis que je suis partie de chez moi, une demi-heure plus tôt. Une sorte de malaise diffus s'est emparé de moi, que je tente de réprimer. Je dois être paranoïaque. Personne ne me prête la moindre attention, pensais-je en scrutant les visages des voyageurs, dont la plupart sont plongés dans leur smartphone, indifférents à la réalité qui les entoure. J'ai fourré quelques affaires dans un sac à dos, craignant à chaque instant que Dan ne rentre et me surprenne. Il n'aurait pas manqué de me demander des explications. Mais il n'est pas revenu, trop occupé sans doute à écumer les galeries de la ville souterraine à la recherche d'Étienne. Ce dernier m'a envoyé un SMS il y a 1 heure pour me rassurer. Je vais bientôt le retrouver et nous pourrons enfin être ensemble, sans nous cacher. Abby m'a appris un jour que la législation était beaucoup plus souple au Royaume-Uni et que les relations entre humains et vampires, à défaut d'être légales, étaient néanmoins tolérées. Je regrette juste de ne pas avoir pu dire au revoir à Antoine. Tant pis, pensais-je en regardant le numéro du train sur le billet que j'ai imprimé. Quand je serai à Londres, je lui écrirai et je ferai passer la lettre par Abby. Nul doute qu'elle acceptera cette mission. Sous le panneau d'affichage qui indique les prochains départs, j'aperçois enfin Étienne, le visage dissimulé par la capuche d'un sweat bleu marine. À ses pieds est posé le sac de sport, où il a mis quelques affaires la nuit dernière. Je me précipite vers lui et je me jette dans ses bras. Il me serre fort, sans un mot. Dans moins de 20 minutes, nous monterons dans l'Eurostar et nous quitterons la France pour toujours. Rien ni personne ne pourra plus nous arrêter à présent. Éloigne-toi sans geste brusque, Camille. C'est la voix de Dan, une voix sourde, sans aucune émotion. Étienne relâche son étreinte. Dan est derrière lui et plaque quelque chose dans son dos, sans doute une dague ou un pistolet. À quelques pas de nous se trouve aussi un des collègues de Dan que j'ai déjà vu une fois au pub. Ils m'ont suivi, pourtant j'ai pris des précautions. « Et mets tes mains en évidence, Étienne », ajoute Dan. Étienne me lance un regard désespéré. Rouge de colère, je serre les poings. « Danny, que... »« Ne bouge pas », ordonne-t-il. « Il n'est pas ce que tu crois. »« Un vampire ?» Une expression de surprise se peint sur le visage de Dan. Il la chasse aussitôt. « Si tu le sais, c'est que tu es plus stupide que je ne le pensais. »« C'est toi qui es stupide. Étienne est ton meilleur ami et... » Étienne est mort. Et je n'hésiterai pas à loger une balle dans le cœur de ce monstre devant toi. Dan est devenu fou, pensai-je. Il n'a rien fait, protestai-je. Il a blessé une fille, l'an dernier, dit le collègue de Dan. Ce n'est pas ça, le vrai problème, répliquai-je. La sœur d'un chasseur qui sort avec un vampire,
Ça ferait désordre dans le dossier de Dan, si ça se savait. Je me trompe? Non, avoue-t-il. On y va, fait Dan en poussant Étienne devant lui. Camille, tu viens aussi. Avec fermeté, le collègue de Dan me prend le bras en souriant et m'entraîne vers le métro. Au fait, je m'appelle Emmanuel, dit-il. Je hausse les épaules et je ne réponds pas. Nous empruntons une galerie interdite au public, comme l'atteste le panneau sous lequel nous passons. Elle a l'air plus ancienne que le reste de la station, et ses murs sont carrelés de faïences blanches couvertes de poussière et de crasse. Au fond du boyau, Emmanuel déverrouille la porte de ce qui ressemble à un vulgaire placard électrique. Ce n'en est pas un. Soit c'est un autre accès à la ville souterraine, soit c'est l'entrée d'un speakeasy. Le mois dernier, j'ai vu à la télévision un documentaire sur ces bars clandestins qui ont ouvert pendant la prohibition aux États-Unis dans les années 1920, alors que la consommation d'alcool était interdite. Mais des établissements de ce genre ont fleuri plus tard partout dans le monde, notamment à Paris, afin de satisfaire une clientèle branchée avide de sensations. Ainsi, on y pénètre par la chambre froide d'une banale pizzeria, les cuisines d'un fast-food chinois, l'arrière-boutique d'une épicerie orientale ou la cave d'une laverie, parfois après avoir donné un mot de passe ou répondu à une question saugrenue. Mais je doute que Dan veuille nous initier à la vie nocturne parisienne. Je jette un coup d'œil dans le placard. La porte dissimule un large tunnel, creusé dans le calcaire. Dan actionne un interrupteur, et de puissants projecteurs s'allument dans la galerie, au plafond de laquelle courent des fils électriques de différentes sections et couleurs. Ce n'est pas bon. Je profite d'un instant d'inattention d'Emmanuel qui ferme la porte à clé de l'intérieur pour lui administrer un coup de pied dans l'entrejambe. Le souffle coupé, il s'effondre sur le sol en gémissant. « Cours !» criai-je à Étienne en serrant Dan dans mes bras pour l'empêcher de bouger. Surpris, ce dernier met quelques secondes à réagir. Étienne détale aussitôt. « Lâche-moi !» s'écrie Dan en me bousculant. Je me retrouve par terre pendant qu'il se lance à la poursuite d'Étienne. Étourdi, je me lève et je m'élance dans la même direction. « Attends !» balbutie Emmanuel qui se redresse avec difficulté. Je l'ignore. Je parviens à un embranchement et j'emprunte la galerie de droite, d'où semble provenir du bruit. Je cours encore une centaine de mètres avant d'arriver dans une salle voûtée, plus haute de plafond que la plage. Dan et Étienne se battent à mains nues. Mon frère a l'air possédé. « Arrêtez !» criai-je aux deux garçons qui m'ignorent. J'avance et je mets le pied sur un objet en métal. La dague de Dan. Je la ramasse et, impuissante, je regarde Dan et Étienne échanger des coups d'une violence dont je ne les aurais jamais crus capables. Alors la voilà, la vraie force de Dan. Pas étonnant qu'il m'ait cassé 3 côtes. Étienne n'est pas en reste. Il a abîmé le visage de Dan qui saigne de la lèvre, du nez et de l'arcade sourcilière. Lui-même présente des plaies similaires. Soudain, j'entends du bruit dans la galerie. C'est sans doute Emmanuel, pensais-je en accrochant la dague de Dan à l'intérieur de mon blouson en cuir. À cause des contrôles de sécurité, de plus en plus stricts depuis les attentats terroristes, j'ai laissé la mienne sous mon matelas, plan Vigipirate oblige. Dan fait tomber Étienne sur le sol et le bourre de coups de pied. Ce dernier sort ses canines et les plante dans le mollet de son adversaire qui pousse un cri et s'effondre à son tour. Il roule dans la poussière en essayant de s'étrangler. Soudain, un hurlement retentit. Un hurlement terrible qui me glace le sang. « Emmanuel !» s'écrie Dan qui lâche Étienne aussitôt. Il se relève et se précipite en boitant dans la galerie d'où provient le cri. Je m'élance à sa poursuite, prise d'un mauvais pressentiment. Quelle horreur! Emmanuel gît au milieu d'une mare de sang, les yeux révulsés, la gorge déchiquetée. Il semble avoir été attaqué par une bête sauvage. Hébété, Dan tombe à genoux. Je suis saisie de nausées, incapable de détacher mon regard du corps mutilé du jeune homme. Étienne se met devant moi et me serre dans ses bras. Il me tient fort contre lui, sans se préoccuper de ses canines qui sont apparues à cause de l'odeur du sang. Il est toujours en vie, balbutie Dan qui a posé la tête sur la poitrine de son équipier.
Il se tourne vers Étienne. « Aide-le, je t'en supplie. »« Qu'est-ce qu'il peut faire ?» me demandai-je en éclatant en sanglots. Et même s'il pouvait, est-ce qu'il voudrait sauver quelqu'un qui s'apprêtait à l'arrêter, voire à l'exécuter? « Si je le fais, tu réalises que s'il meurt, il deviendra un vampire, » dit Étienne. « De quoi il parle ?»« Je m'en fiche. Aide-le, » implore Dan. Étienne hésite un instant, puis il me lâche et s'agenouille devant Emmanuel. Il se mord la paume de la main et l'applique sur la bouche du blessé. « Je ne sais pas si ça sera suffisant, » dit-il en examinant la plaie au cou du chasseur immobile. Le sang des jeunes vampires n'est pas des plus efficaces. Dan ne répond pas, les yeux rivés sur le visage de son ami qui a pris une couleur de cendre. « Il vaudrait mieux pour toi qu'il ne s'en tire pas, » fait une voix féminine derrière moi. Je me retourne et je sursaute en apercevant la frêle silhouette qui émerge de l'ombre. « Michaela ? Mais... » Elle recule vers les trois garçons. « S'il en réchappe, tu es mort, » ajoute-t-elle à l'intention d'Étienne. Son sourire cruel laisse apparaître 2 longues canines. « C'est un vampire ? Est-ce que Dan était au courant ? » « C'est toi qui as fait ça, » dit ce dernier, sortant soudain de sa torpeur. Il n'a pas l'air surpris. « Alors tu n'es pas une chasseuse, » dit Étienne à la jeune femme. « Tu m'as bien eue. »« Ce n'est pas incompatible, » répond-elle en faisant tourner entre ses doigts une dague au pommeau recouvert de cuir. Dan veut prendre la sienne à l'intérieur de son blouson, mais bien sûr, il ne l'y trouve pas. « Si seulement tu avais choisi une autre arme, » se moque-t-elle. « Mais non, tu as décidé de te faire justice dans un lieu public. Pas idéal pour utiliser un pistolet ou une arbalète. » Je glisse la main dans la poche intérieure de ma veste pour en sortir la dague de Dan. « Je te déconseille de faire ça, gamine, » lâche Michaela. « Je t'aurais arraché la tête avant que tu aies le temps de t'en rendre compte. » J'arrête mon geste et je recule encore. « À propos, Daniel, » continue Michaela, « sais-tu que c'est ici, dans cette gare, que la vie de ton pauvre papa a basculé ?» Dan hausse les sourcils. « Tu as connu mon père ? » ?»« Je l'ai même très bien connu. »« C'est toi qui l'as tué ?» s'écrie Dan en se levant d'un bond. Michaela éclate de rire. « Qu'en penses-tu, Camille ? Est-ce que je suis son assassin, selon toi ?» Elle sait qu'il n'est pas mort, et elle sait que je sais, paniquai-je. Et elle va m'obliger à le dire à Dan. Ce dernier me fixe avec inquiétude. « Je crois que ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a couché avec ton père, Dan, » dit Étienne. « Ferme-la, » réplique-t-il. « Trêve de bavardage, » lâche Michaela. « Maintenant, Daniel, tu vas me donner ce que je suis venue chercher. » « Et qu'est-ce que c'est ?»« Camille. » Dan, Étienne et moi, nous échangeons un regard stupéfait. « Pourquoi je t'obéirais ?» rétorque Dan. « Parce qu'elle n'est pas à toi. »« Elle est à toi, peut-être. »« Oui, » sourit-elle en avançant vers moi. « J'ai envie de m'enfuir en hurlant, mais, tétanisée, je ne parviens pas à proférer le moindre son ni à faire le moindre mouvement. Mes jambes ne répondent plus. Étienne pose la main sur le bras de Dan. « 2 contre 1 ?» Dan acquiesce. Je prends soudain la dague et je la lance à mon frère. Les 2 garçons se jettent sur Michaela. Chapitre 12. Abby. « Tu en es sûr ?» demandai-je à mon ami, incrédule. « Certain, répond-il à l'autre bout du fil. Je n'ai pas encore fini de le déchiffrer, mais ton manuscrit fait référence aux vampires. Aucun doute là-dessus. » Tout en réfléchissant, je me dirige vers une banquette au fond du pub, où j'ai moins de risques d'être entendu. « Ils existaient déjà à cette époque ?» murmurai-je. « Il faut croire que oui. Le texte parle de druides qui auraient fait des expériences sur des prisonniers de guerre. »« L'expérience a raté, dis-je. C'est le moins que l'on puisse dire. Ce qui est étrange, c'est qu'on fait mention d'un état transitoire. Ou réversible, je n'ai pas bien compris. Tu veux dire qu'un vampire pourrait redevenir humain ? Comment ? Aucune idée. Je ne sais pas traduire certains mots et le parchemin est abîmé par endroits. En plus, il me manque la fin. Tu pourrais me la faire parvenir ? Je vais demander à l'amie qui me l'a donnée. D'ailleurs, où est-elle ?
m'étonnai-je en regardant l'horloge qui marque 21 heures. Camille n'est jamais en retard. Chapitre 13. Camille. Vous n'avez pas la moindre chance contre moi, sourit Michaela en parant l'attaque de Dan. La dague effleure son bras et laisse une longue estafilade. La vampire ne scie pas. Ta confiance te perdra, fait Dan d'une voix sourde. J'ai en face de moi un vampire qui est encore trop jeune pour être puissant et un chasseur dont je peux anticiper chaque mouvement. Dan s'élance à nouveau vers Michaela. Elle se dérobe et le frappe dans le dos. Il réprime un cri de douleur. Tu te bats comme ton père, chérie. Il m'a lui-même appris ces techniques. Peut-être que si ton ami et toi ne vous étiez pas à moitié entretués avant mon arrivée, vous auriez eu une petite chance, mais là... Elle jette un regard méprisant à Étienne qui gémit, effondré contre le mur. Je m'agenouille près de lui. « Bois un peu de mon sang », proposai-je avec douceur. « Devant Dan » articule-t-il. « Au point où on en est, dis-je. Reprends des forces et retourne l'aider. Avec un bras cassé et de multiples blessures, tu ne lui sers à rien. » Je tends la main. Il la saisit et y enfonce ses canines. Je serre les dents pour ne pas crier. Soudain, Dan donne à Michaela un coup de poing qu'elle ne peut esquiver. « Je ne suis pas mon père », s'écrie-t-il en plantant la dague dans sa poitrine jusqu'à la garde. Elle pousse un hurlement et envoie Dan à terre. « Raté !» dit-elle, le visage crispé de douleur. Elle retire le poignard qu'elle jette sur le sol, puis elle presse la blessure qui saigne beaucoup. « Tu en es sûre, chérie ?» demande Dan en se relevant avec difficulté, un sourire effronté aux lèvres. Sans un mot, Michaela fait volte-face et disparaît dans le couloir sombre, laissant une traînée noire derrière elle. « Tu ne m'échapperas pas !» s'écrie Dan en ramassant son arme. « N'y va pas !» implorai-je. « Il faut en finir cette nuit avant qu'elle recouvre ses forces. Sinon tu seras encore en danger. »« Mais... »« Reste ici !» ordonne-t-il avant de s'élancer dans la galerie à la poursuite de Michaela, aussi vite que sa jambe blessée le lui permet. J'hésite, puis je m'agenouille à nouveau à côté d'Étienne. « N'y va pas !» supplie-t-il. Je l'embrasse comme si c'était la dernière fois. « Tu peux veiller sur Emmanuel ?» demandai-je. « Oui, sois prudente, je t'en prie. » J'allume la torche de mon portable et je me mets à courir. Par chance, il n'y a aucun embranchement. Au bout de quelques minutes, j'entends du bruit et des cris droits devant moi. Hors d'haleine, je ralentis, puis j'avance avec précaution. À 20 mètres de moi, Dan et Michaela se battent entre de fines colonnes formées de blocs de pierre empilés les uns sur les autres. Quentin m'a expliqué qu'il s'agit de piliers de soutènement, construits par l'Inspection générale des carrières depuis la fin du XVIIIe siècle afin d'éviter l'effondrement des galeries. De telles catastrophes se sont produites à de nombreuses reprises. Ainsi, en 1961, la Terre s'est affaissée de 6 mètres à Clamart, tuant 10 personnes et blessant 45 autres en moins de 10 secondes. En 1776, le quart de la place d'Enfer Rochereau s'est écroulé. Le premier inspecteur général des carrières, Charles-Axel Guillaumeau, bien connu des cataphiles, a été surnommé à juste titre l'homme qui sauva Paris de l'effondrement. Je frissonne. J'ai un mauvais pressentiment. Dan est épuisé et blessé, mais il se bat avec une rage non contenue. Soudain, il pousse Michaela contre un des piliers qui cède. J'entends un grondement sourd qui s'amplifie, et, quelques secondes plus tard, un morceau de plafond se détache et s'écrase à quelques centimètres de mon frère. « Tout va s'effondrer », pensai-je, paniqué. Michaela tente de s'échapper, mais un rocher la heurte à la tête. Elle crie et bascule en arrière. Une montagne de gravats l'ensevelit. Les pierres pleuvent à présent tout autour de nous. La galerie s'écroule derrière moi, coupant ma retraite. Soudain, je reçois quelque chose sur le front et je tombe à mon tour. Il me semble que Dan a hurlé. Je perds connaissance. Quand je reviens à moi, j'ai un goût de sang dans la bouche. Mon portable est à côté de moi et éclaire le plafond. C'est alors que j'entends un gémissement déchirant à quelques mètres de moi. « Dany »
Sonné, je ramasse mon téléphone et je rampe vers lui. Il est allongé sur le dos, enseveli sous les blocs de calcaire jusqu'à la taille. « C'est fini », sourit-il, les yeux dans le vague. « Quoi ?» dis-je en commençant à déblayer les gravats. « Tu n'es plus en danger. Michaela est morte. » Sous une pierre que je viens d'enlever, je vois avec horreur une flaque de sang qui s'élargit. Je redouble d'efforts. « Celle-là est trop grosse !» m'écriai-je en désignant un énorme bloc de calcaire qui immobilise la jambe droite de Dan. Je pousse de toutes mes forces, mais le rocher ne bouge même pas d'1 millimètre. J'éclate en sanglots. « Ne pleure pas », fait Dan en me caressant le visage. « Je vais aller chercher de l'aide. Étienne pourra... » J'éclaire derrière moi avec mon téléphone. La paroi est obstruée. Comment allons-nous sortir de là ? Je serai mort avant qu'il arrive, dit Dan. Non, m'écriai-je en me levant d'un bond. Saisi de vertige, je dois m'asseoir pour ne pas tomber. Reste avec moi, s'il te plaît, implore Dan en me prenant la main. Je ne te laisserai pas mourir ici, dis-je. C'est peut-être mieux ainsi. Je vis avec mon secret depuis trop d'années. C'est insupportable. Quel secret ? Il me fixe de ses yeux tristes. Je me mets à sangloter de plus belle. Camille, dit-il d'une voix presque inaudible. Il me fait signe de m'approcher. Je t'aime, me murmure-t-il à l'oreille. Je sais, dis-je en l'embrassant sur le front. Moi aussi je t'aime, Dany. Il secoue la tête, sourit et ferme les paupières. Je pousse un hurlement avant de m'effondrer sur son corps que la vie s'apprête à quitter. À suivre. Merci d'avoir écouté le tome 1 des Liens de sang, de Laure Arbogast. J'espère que les aventures de Camille t'ont transporté. Tu veux prolonger cette histoire et découvrir ce qui est arrivé à Dan à l'internat militaire et quand il est revenu à Paris ? Tu peux télécharger gratuitement un bonus exclusif sur www.laurearbogast.com sur la page bonus où d'autres surprises t'attendent aussi. Tu as aimé cette histoire ? N'hésite pas à laisser un commentaire, même très court, pour permettre à d'autres de la découvrir. Merci encore, et à très vite dans le tome 2 des Liens de sang. Éveil. Copyright 2024, Laure Arbogast.